Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente le projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe de l'abbé de Saint-Pierre en vieux français, des classiques. Je ferai ce que je peux pour vous le traduire d'une manière compréhensible à la lecture. Bien à vous. La première proposition, projet de paix perpétuelle pour l'Europe, premier discours. Les moyens pratiqués jusqu'ici pour entretenir la paix sont entièrement inefficaces. Histoire du siècle précédent, l'expérience que nous avons de ce qui s'est passé jusqu'ici devant nos yeux ne nous ont que trop fait connaître que les guerres s'allument très aisément, qu'elles causent une infinité de malheurs et qu'il est difficile de les éteindre, mais tout le monde ne sait pas que les moyens que l'on a jusqu'ici mis en usage pour les prévenir font par eux-mêmes très efficaces et que, tel que son pressentiment, elles n'ont nulle proportion avec l'effet que l'on veut bien s'en promettre. Et c'est cette disposition ou la cause de cette inefficacité que je me propose de faire tenir dans le discours. Or, ces moyens se réduisent à deux. L'un regarde les traités contre le souverain, ce que l'on en doit attendre. L'autre regarde l'équilibre entre les deux maisons, les plus puissantes de l'Europe. Je réduirai aussi mon discours à deux chefs qui feront compris sous deux proportions. Première proposition à démontrer. La constitution présente dans l'Europe ne pourrait jamais produire que de guerres presque continuelles, car elle ne saurait jamais procurer aucune sûreté suffisante de l'exécution des traités. Les hommes peuvent vivre en paix tant qu'ils n'ont aucun bien d'aucune espèce et se disputer ou à partager, ils s'apportent, ils se procurent mutuellement divers agréments, diverses commodités considérables par le commerce qu'ils ont entre eux et ce profit les unit, mais dès qu'ils ont quelque sorte de bien à se disputer ou à partager, chacun d'eux sur la possession du tout ou sur le plus ou sur le moins dans le partage s'éloigne presque toujours de l'équité qui seule pourra leur servir de règle pour la décision et de préserver contre la désunion. Il arrive toujours qu'à mesure que leurs déficits sont vifs, ils entendent chacun de leur côté leurs prétentions et tous leurs esprits n'est alors employé qu'à leur référenté comme juste ainsi c'est une nécessité que tantôt l'interdit les unifie et que tantôt l'interdit les divise. S'ils étaient assez sages, ils verroient souvent que l'interdit qui tend de les tenir unis est bien plus grand que l'interdit qui tend à les diviser. Quelques-uns à la vérité en considération des avantages du commerce qu'ils veulent conserver, se cédant volontairement quelque chose de leur prétention, mais la plupart, emportés par la violence de leurs désirs, ne prétendent pas juste ce qu'ils vont perdre par leur sédation du commerce et au milieu du trouble que la passion cause dans leur âme, on pour leur représenter ce que leur fera de plus avantageux, ce qui fera en foi de plus équitable le profit à leur paroi perte et l'étiqueter elle-même leur paroi injuste. Le désir de dédommager d'un tort que l'on ne croit avoir reçu que de venger par représailles, de prendre ou de reprendre ce qu'on regarde comme le sien, la jalousie de puissance, de réputation, l'envie de mortifier et d'abéfier un voisin dont on croit avoir sujet d'être mécontent, voilà autant de sources de querelles qui ne peuvent pas ne point naître dans le cœur des hommes et ils peuvent pas ne point produire incessamment des démêlés, soit avec raison, soit avec prétexte, soit sans raison,
Et sans prétexte, voilà donc les hommes qui s'emploient de n'être nés que pour goûter toujours les biens que procure la société obligée pour la protection et le partage de ces mêmes biens et rentrer souvent dans l'état de division. Et il ne suffit pas même qu'un des prétendants soit équitable pour éviter le démêlé, car quand il se montre de lui-même à la raison, si l'autre ne s'y met pas, il ne saura convenir en sorte qu'ils trouvent toutes deux dans la nécessité de chercher pour obtenir leurs prétentions d'autres moyens que les conventions réciproques et volontaires. Mais quels moyens ont-ils de terminer leurs différends et comment mettre des bornes à leurs prétentions? Nous les connaissons, tous ces moyens. Il y en a que deux sortes. Selon les deux sortes de conditions de prétendants, ou la force ou la loi, car les deux prétendants font partie et font membre de quelque société permanente, ou bien ils n'en font point partie. S'ils ne font point partie, leurs différences ne peuvent être terminées par les lois, ni conséquemment par le juge, ou interpréter des lois comme ils ont le malheur d'être privés des avantages d'un commerce perpétuel et d'une société permanente. Ils ont aussi de malheur d'être privés de l'avantage des lois qui distribuent à chacun ce qui lui doit appartenir légitimement. Ainsi, ils le trouvent dans la malheureuse nécessité, pour avoir ce qu'ils regardent chacun comme le leur, de chercher à le surprendre pour la ruse et à le détruire par la force, c'est-à-dire par la guerre. Tel est l'état de chefs de famille, les sauvages qui vivent sans loi. Telle est la situation des petits rois d'Afrique, des malheureux galactiques ou des petits souverains d'Amérique. Telle est même jusqu'à présent la situation de nos souverains d'Europe, comme ils n'ont encore aucune société permanente entre eux et ils n'ont encore loi propre à décider sans guerre leurs différends, quand même par les conventions de leur traité, ils pourront prévoir de décider tous les cas qui peuvent donner naissance à leurs différences. Et conventions peuvent-elles jamais être regardées comme des lois inviolables tant qu'ils demeurent en la liberté de l'un ou de l'autre, des prétendants de les violer sous des prétextes qui ne manquent jamais à celui qui ne veut pas s'y soumettre? Et chacun d'eux n'aura-t-il pas liberté de les violer selon son caprice, tant qu'ils ne seront ni les uns ni les autres dans la nécessité de les observer, et qui peut les mettre de cette heureuse nécessité que la force supérieure d'une société permanente? S'ils ont fait foi, partie, mais jusqu'à présent qu'ils n'ont point formé entre eux de société, quelques-uns ont la vérité formée des sociétés par des traités de ligue, d'alliance, mais comme ces traités n'ont rien de solide, qu'autant que dure la volonté des alliés, que se font point société permanente, quelques autres auront de même commencé à former entre eux des sociétés permanentes, comme les 13 souverains de Suisse, les 7 souverains des Pays-Bas, mais comme ils n'ont pas embrassé dans leur société assez d'associés, elle n'est pas suffisamment puissante. Ainsi, pour tous les moyens d'obtenir leurs prétentions, les souverains se trouvent réduits au fort de la guerre, car pour la voix des arbitres, à quoi faire voir un jugement arbitral pacifique? Le condamné ne pourra être contraint de l'exécuter, et qu'il en faudra toujours revenir au moyen de la force ou de la guerre pour l'y contraindre, et viennent que nous exposerons plus en long dans la suite. Nous en ferons seulement remarquer ici quelques-uns qui viennent au sujet du discours. Premier inconvénient. Page 137, premier inconvénient. Ce moyen de terminer un différend par la guerre ne le termine point réellement tant que les deux prétendants
où leurs successeurs subsistent, puisque le mauvais fût d'une guerre n'a jamais persuadé aux malheureux qu'il eut tort de l'entreprendre. Ainsi, il n'a pas réellement abandonné les prétentions, il n'a fait au contraire que les multiplier par les dommages qu'il a reçus par le fait de cette guerre qu'il a soutenue et par la portion du territoire qu'il a été forcé de céder dans le traité qu'il a interrompu. On peut facilement juger que pour faire revivre ses anciennes prétentions et faire valoir de nouvelles, il n'attend que le temps où il sera devenu plus fort et où l'État ennemi sera devenu plus faible, soit par des minorités, soit par des dimensions domestiques, soit par quelques longues ou malheureuses guerres étrangères. Ainsi, il est visible en profondeur qu'ils ne font point mener d'une société insuffisante, puissante et permanente établie sur de bonnes lois. Les prétentions ne peuvent jamais être réellement terminées que par la destruction de l'un ou de l'autre des prétendants. En effet, depuis qu'il y a des souverains dans le monde, la guerre n'a été discontinuée, les prétentions n'ont point cédé, les différends n'ont point été parfaitement terminés que par le choix et la ruine de la maison souveraine et par le bouleversement de leurs états. Et il n'y a qu'à ouvrir les histoires où les peuples, on n'en verra aucun dont l'état n'a été renversé plusieurs fois. On en verra que maisons d'illustres souverains tombés dans l'anéantissement, et cela parce que jusqu'ici ils n'ont point su de terminer leurs différends sans la guerre. Les prétendants qui font société permanente et suffisamment puissante ne se trouvent pas dans une pareille nécessité de se détruire entièrement l'un l'autre pour obtenir leurs prétentions. S'ils ont chacun 100 000 livres de rente et que ce qui s'est en dispute vaille 1000 livres de rente, ni eux ni leurs descendants ne font point obliger d'avoir une guerre perpétuelle et immortelle. Ainsi, l'un d'eux peut prendre la prétention sans risquer de perdre le reste de son bien. Aucun d'eux n'a à craindre de l'autre pour lui ou pour ses gens, ni incendie, ni blessure, ni meurtre, ni aucune violence, d'où ces seigneurs tirent-ils un si grand avantage, c'est qu'ils sont tous deux membres d'une société permanente, suffisamment puissante. C'est que toute société ne peut subsister que par la loi qui puisse remédier à la division des membres et les tenir unis malgré les sujets passages de division. Ces lois sont les véritables liens de la société. Début de la page 138. Projet de paix perpétuelle de la société. Ces liens sont forts et durables à la proposition que les lois sont commodes aux associés, équitables, claires, faites pour que plus grand nombre de ces cas différents et portions qu'elles sont bien observées et furent tout bien autorisées et bien soutenues par la force des sociétés entières contre ceux qui, dans les accès de leur passion, s'enfonger à tous ces biens que leur procure la société, ce roi assez insensé pour vouloir la détruire auront autant qu'il est en leur pouvoir en ratifiant aux juges interprètes vivants de ces lois. Les prétendants qui ne font point en société peuvent dire chacun de leur côté: la pêche de cette mer, de cette rivière m'appartient tout entière parce que je le veux. Comme il n'y a point de loi entre eux et ils n'ont pour règle, pour loi que leur volonté et leur beau plaisir, aussi n'ont-ils pour décider leurs différends qu'un moyen qui doit leur coûter 100 fois plus que le vaut le chauffe disputé. Deux prétendants qui font
société ne parlent pas ainsi. Chacun d'eux prétendra à la pêche d'une rivière, mais ils ont une autre règle que leur volonté, c'est la loi. Chacun met de côté quelques articles de la loi, et tous deux, dans l'heureuse nécessité, pour terminer leurs différends, de s'en transporter au jugement de ceux que la société établit à interpréter de la loi. Or, la voie du jugement termine absolument et pour toujours les différends et accentuant pour jamais les prétentions, et il ne se trouve point dans la malheureuse nécessité d'anéantir leur voisin pour le conserver au mieux. Tous les prétendants font conserver eux, leur famille et leurs autres biens, au lieu que le moyen de guerre ne peut jamais anéantir les prétentions réciproques de ces hommes qui viennent sans loi, c'est-à-dire des souverains que par l'anéantissement de la fortune et de la maison de l'un des prétendants, tel est le premier inconvénient, tel est l'effort du défaut de société entre souverains d'une société permanente. Fin du deuxième paragraphe de la page 138. Voilà, c'est la fin des 20 premières minutes de l'abbé de Saint-Pierre, projet pour rendre la paix perpétuelle. Je l'ai traduit comme j'ai pu pendant la lecture. J'espère que ça ne se sera pas trop senti lors de la narration, et n'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir d'autres liens en rapport avec le sujet, avec la vidéo, et à vous abonner. Bien à vous.